premier service internet de dématérialisation de factures, vous présente Blisson & Co. Bonjour, et pour cette dernière émission avant les vacances, on va dire que les rêves les plus fous sont permis, et parmi ces rêves peut-être le fait d'obtenir pourquoi pas une maison en mettant une mise initiale de 10 €. C'est ce dont nous allons parler avec monsieur Léonard Sympathico. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Blisson. Qui vient nous parler de cette initiative qui a été déjà beaucoup relayée par les médias, cette maison pour 10 €. Alors Jean-Louis Borloo en avait fait à l'époque un cheval de bataille, mais c'était dans des conditions, j'allais dire, relativement classique, faire construire une maison avec 10 € par mois. Vous, c'est 10 € en une seule fois, une mise unique et un tirage au sort qui permet donc à des gens de récupérer, j'allais dire, ce lot parfois magnifique, parce qu'il y a des maisons qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Toujours magnifique. Toujours magnifique. C'est toujours des biens immobiliers qui sont bien sélectionnés, donc ce sont toujours de très beaux biens. Alors, sur quel territoire vous exercez cette activité? Alors, pour l'instant, c'est plus dans la région PACA, mais très rapidement, nous allons nous étendre au niveau national. Oui. Avec aujourd'hui, non seulement des maisons, mais également d'autres types de loteries. Alors, vous me direz après si le mot loterie convient bien à votre activité. Le mot loterie convient complètement à l'activité, parce que effectivement c'est une loterie, une loterie licite, bien évidemment. On aura l'occasion d'en parler. Il y a effectivement d'autres biens, mais nous sommes quand même axés principalement sur l'immobilier. D'accord. Alors votre idée, c'est de faire rêver les gens quand même, parce qu'avec 10 € obtenir une maison, je disais 700 000, mais ça peut être plus, ça peut être moins. C'est presque du domaine du fantasme. Vous ne risquez pas de faire beaucoup de déçus avec ce système-là, beaucoup de frustrés? A priori, on devrait faire que des heureux. C'est effectivement un rêve. À la base, pourquoi ce système est né, on a tiré des conclusions suite à la crise que nous vivons, et dont ni vous ni moi sommes responsables. Donc il fallait trouver des solutions alternatives. Les solutions alternatives qui satisfont tous les partenaires d'une opération. Le vendeur, bien évidemment, il n'a plus à baisser son prix. On fait bien sûr expertiser le prix du bien, mais il n'a plus à baisser son prix. Le gagnant, vous imaginez bien, pour 10 € se retrouver propriétaire, et nous créons notre propre marché. Donc on a tous les acteurs d'une opération qui sont satisfaits. Donc a priori, il n'y a pas de fluidité à ce marché de l'immobilier, en quelque sorte, avec cette opération. Comment est-ce que les biens arrivent dans votre portefeuille? C'est vous qui sélectionnez les biens? Il y a des gens qui disent j'accepte de vendre mon bien selon cette formule-là. Comment ça se passe? Alors, on est énormément contacté par des propriétaires. On est contacté par des agents immobiliers. Sur le site actuellement, il y a 5 biens. Il y en a 2 que nous avons achetés dans les agences immobilières, et 3 les propriétaires directement. Après, nous faisons une présélection par rapport à sa situation géographique, par rapport à la qualité du bien, parce qu'il est bien évidemment hors de question que la personne, le gagnant, ait des travaux à faire, donc il nous faut un bien relativement récent, relativement le sain. Donc le critère de sélection reste pour l'instant sa zone géographique. D'accord. Alors ensuite, donc on disait système de loterie. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui garantit un bon fonctionnement de l'opération dans votre organisation? C'est encadré de quelle façon cette opération? Bien évidemment, la totalité du concept est légale. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, quelles sont les garanties ou les sauvegardes? Les garanties, nous les avons mis en place. Nous avons nous-mêmes élaboré une convention de séquestre, parce qu'effectivement cette loterie est licite uniquement, entre autres, parce qu'il y a une clause de remboursabilité. C'est-à-dire que toute personne qui demanderait à être remboursée, il y a le droit, et nous la remboursons. C'est ce qui en fait un jeu sans obligation d'achat. Mais alors il n'y a pas de prise de risque, alors si vous remboursez les personnes qui... Il n'y a pas de prise de risque pour qui?
Pour la personne qui permet c'est pour nous aussi. Pour la personne, il n'y a aucun prise de risque. Ouais. Bien évidemment, si tout le monde demande le remboursement, il n'y a plus de loterie. Donc nous pensions et nous comptions à ce que les gens comprennent, les prospects comprennent que c'est une vente participative quelque part. D'accord. Mais la loi nous oblige. Ceux qui ont gagné ont tenté leur chance, comme disait une célèbre entreprise de loterie il y a quelques années. Et en plus, chez nous, il y a toujours un gagnant. À chaque tirage, on a un gagnant. Donc, de ce fait, cette loterie est licite. Au niveau des garanties, nous avons établi une convention de séquestre où tous les fonds sont bloqués et c'est le notaire et uniquement le notaire qui débloque les fonds à la fin du tirage. D'accord. Donc nous avons protégé ainsi toutes les parties et nous-mêmes bien évidemment. D'accord. Et sur le tirage en lui-même, il se passe de quelle façon? Est-ce que c'est public? Est-ce que le tirage en lui-même est public? C'est un huissier qui procède au tirage. Nous espérons très rapidement que ce soit en direct sur certaines chaînes de télévision, peut-être la vôtre. Donc plus nous jouerons la transparence et plus nous prenons des garanties pour tout le monde, plus nous avons des chances de progresser rapidement. Alors il y a un gagnant, mais il y a beaucoup de perdants, même s'ils ne perdent que 10 euros. Vous avez des gens qui sont accros au point de jouer, j'allais dire, 10 euros sur une maison tous les jours, toutes les semaines. Alors on a mis effectivement des leviers de sécurité. C'est limité à 50 euros par mois. D'accord. Par compte et par personne. Donc la personne ne peut pas jouer plus de 50 euros par mois, éventuellement pour parer à d'éventuelles addictions. On ne pense pas que notre clientèle soit des gens qui sont susceptibles. On ne pense pas que ce soit des gens qui sont susceptibles de tomber dans mais on a quand même anticipé la chose. C'est qui justement vos clients? Qu'est-ce qui a été au départ attiré par ces opérations-là? C'est des gens quand même avec un profil plutôt joueur, même si c'est pas des joueurs invétérés? Non, pas du tout. Je crois pas que ce soit des joueurs. Ce sont vraiment des gens qui veulent accéder à la propriété. Et aujourd'hui, il est très facile d'aller faire un petit tour chez nos amis les banquiers et on va très vite s'apercevoir qu'il est très difficile d'accéder à la propriété. Les banques, même si elles s'en défendent, refusent quand même près de 40% de crédit. Vous demandent des garanties phénoménales. Aujourd'hui, un jeune ménage, c'est le parcours du combattant. Donc ces gens-là sont intéressés par notre système parce qu'effectivement nous créons complètement un système parallèle dans lequel seul intervient effectivement la chance ou le hasard, mais à un nombre réduit. D'accord. La trésorerie, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre des entreprises. Alors vous êtes dans un système fabuleux pour ça parce que vous commencez par encaisser en fait ces 10 euros et vous vous arrêtez quand la totalité du prix du bien est recueillie, si j'ai bien compris. C'est-à-dire une maison de 700 000 euros, il va falloir qu'on ait donc 70 000 personnes qui jouent. Et les 10 euros multipliés par 70 000, vous les faites travailler avant que la vente soit faite? Malheureusement non. On n'a trouvé aucune banque qui nous aurait permis cela. Non, les sous ne rapportent rien. Donc les gens en fait envoient leur argent sous forme de virement bancaire, sous forme de chèque, sous forme de... D'accord. Et donc c'est pas une comptabilité phénoménale ça de autant de petites sommes? Non, ça se gère très bien avec les moyens et les outils qu'on a aujourd'hui. Non, ça va. La communication est spectaculaire. Je crois que vous avez même donné de votre personne puisqu'on vous a vu dans le plus sympa pareil, on va dire ça comme ça, derrière des panneaux, on va dire publicitaires. C'est vraiment le nerf de la guerre, la publicité, la communication. Nous pensons qu'effectivement, un tel système, il fallait que ça aille vite, parce que vous avez compris que nous, en tant qu'entreprise, on avait un vrai risque financier à porter et à bout de bras. On ne pouvait pas se permettre de le porter plusieurs années. Donc, quelque part, on a le même fonctionnement qu'une start-up. Donc, il fallait qu'on ait une progression extrêmement rapide et donc qu'on intéresse les médias. Toutes les campagnes publicitaires qui ont été faites, dans lesquelles, effectivement, j'ai donné de ma personne, le message était clair, c'est nous n'avons rien à cacher et nous allons oser. Et c'est a priori ce qui se passe. Alors les personnes, on a dit qu'il y avait les addictions dans le jeu, vous avez très bien répondu à cette question-là. Par contre, on dit aussi souvent que les personnes qui gagnent à la loterie ou au loto sont des personnes qui sont un peu déboussolées par le gain. Donc quelqu'un qui n'a joué que 10 euros et qui récupère une maison qui en vaut 1 million, il faut peut-être le préparer un petit peu à ça. Vous avez tout un environnement psychologique par rapport à ces gagnants? Non seulement, alors c'est pas un environnement psychologique, parce qu'il n'y a pas tellement de risques qu'il y ait une déviance à ce niveau-là.
Par contre, financièrement, on a anticipé les choses parce qu'effectivement, il n'est pas garanti que les personnes qui gagnent une maison à 700 000 euros aient les moyens de l'entretenir. Donc nous avons prévu à cet effet une enveloppe de 50 000 euros qui sera bloquée chez le notaire pour payer pendant les 5 années à venir les charges, les frais, tous les frais concernant cette maison. Et pendant 5 ans, nous allons les suivre et les conseiller pour qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature et surtout que le rêve ne se transforme pas en cauchemar. Une dernière question, comment la communauté des professionnels de l'immobilier voit cette initiative, les notaires, les agents immobiliers, les promoteurs, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous faites? Aujourd'hui, ils ont changé a priori leur fusil d'épaule. On a énormément de messages de félicitations de la part de ces professionnels. On est rapprochés par les agents immobiliers qui ont enfin compris qu'on était en aucune façon une agence immobilière et qu'on avait besoin d'eux, parce que étant de vrais professionnels de l'immobilier, nous ça nous intéresse. Donc aujourd'hui, les choses deviennent saines, nos rapports deviennent sains. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui et puis peut-être à bientôt avec vos lauréats ou pourquoi pas comme vous nous l'avez proposé. À très bientôt. Dans quelques temps par rapport à vos activités. Merci M. Sympathico, à bientôt. L'invité de notre émission aujourd'hui, c'est Zile Soili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle innovation et industrie à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Alors vous allez nous présenter un projet européen, mais on va surtout parler avec vous de l'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle d'innovation, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux entreprises les plus grandes? Or, on sait que sur notre territoire, il y a avant tout un tissu de PME, voire même de TPE. Est-ce que vraiment elles peuvent avoir accès à l'innovation et de quelle façon? Et puis quel type d'innovation aussi, hein? On va discuter un peu de tout ça avec vous, Zile, ce soir. Absolument. Alors, peut-être qu'on peut revenir aux fondamentaux. Ce qu'est l'innovation. Pour simplifier, c'est apporter quelque chose de neuf dans l'entreprise. Voilà, on va déjà s'arrêter là-dedans. Quand on a dit quelque chose de neuf, ça veut dire que cela peut être au niveau d'un produit, au niveau d'un service, au niveau d'un processus, au niveau d'une organisation, d'une méthode de commercialisation. C'est pas uniquement la technologie, le médicament du futur ou la puce du futur, ça peut être aussi tout simplement dans les relations avec ses clients ou dans les relations avec ses salariés. Exactement. Et c'est d'ailleurs comme ça que le CDE comprend l'innovation, qu'elle le mesure au niveau de chaque pays, parce que vous savez que régulièrement cet organisme mesure l'innovation au niveau des pays européens, des États-Unis, du Japon, et fournit des classements de manière régulière. Et fournit aussi des classements au niveau des régions. Donc on sait qui innove plus ou moins. Et alors, on est bien placé, nous, alors? On n'est pas très bien placé, pour dire, et il y a donc des efforts à faire. L'Europe non plus, il y a des contrastes entre les pays du Nord et ceux du Sud. Mais c'est pour quelle raison? En fait, il y a des freins chez le chef d'entreprise par rapport à l'innovation, peut-être parfois un petit peu de vanité à dire mon produit est toujours très bon, donc j'arriverai toujours à le commercialiser, et puis d'un seul coup on s'aperçoit que... Quand le chef d'entreprise dit que mon produit est très très bon et que je ne cherche pas à l'améliorer, il s'expose aux attaques de la concurrence. Donc l'innovation, c'est fondamental. En gros, on va dire que si vous n'innovez pas, vous vous exposez à plus ou moins longue échéance à une mort certaine. On peut dire que c'est un peu ce déficit d'innovation qui fait qu'aujourd'hui la France a quelques problèmes avec son commerce extérieur, par exemple? Aussi, mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles en France. Il y a aussi des domaines où la France est très présente au top niveau, mais il est vrai que quand on regarde la France par rapport aux pays du Nord, la Finlande, la Suède, on voit qu'il y a un peu un retard dans la manière d'organiser les territoires, dans la manière d'organiser l'écosystème, pour faire en sorte que les entreprises soient les plus innovantes. Et ce problème est attaqué à différents niveaux. Au niveau de l'Europe, déjà, qui a pris des initiatives pour dire, chaque pays doit investir beaucoup d'argent. Des initiatives qui sont financées, c'est pas uniquement des grandes déclarations. Il y a d'ailleurs aussi de l'argent. Absolument, le projet dont on va parler rentre dans ce type d'initiative qui consiste à renforcer les capacités d'innovation des territoires et des entreprises. Et aujourd'hui, alors quand on dit à un chef d'entreprise, vous avez l'Europe et vous avez aussi la Chambre de commerce, donc il y a quand même des impôts que paient les chefs d'entreprise, il y a des taxes. Est-ce qu'ils peuvent, se rembourser un petit peu de cette contribution financière avec la participation à des projets de ce type-là qui sont mis en place par la Chambre de commerce et financés par l'Europe? L'entreprise peut trouver dans ces projets les moyens pour financer son développement.
c'est fait pour ça. Nous, en tant qu'intermédiaires, nous pouvons les aider, ces entreprises, à accéder à ces financements. Parce que c'est des dossiers extrêmement compliqués, donc il y a toute une terminologie, une mise en place. C'est une vraie expertise. Et ça, c'est vous qui le faites alors? Nous le faisons, mais parfois, comme dans ce projet, nous sommes partenaires et nous bénéficions des résultats pour les déverser sur notre territoire. D'accord. Alors, projet No In Target. No In Target. Donc ça veut dire quoi? En gros, il y a là-dedans le transfert de savoir, le knowledge, et la dissémination du savoir et des innovations vers les entreprises. On est bien dans ce sujet. Nous sommes dans l'économie de la connaissance, vous le savez. Et concrètement, dans l'économie de la connaissance, il y a une chose fondamentale, c'est la transmission du savoir. Et quand vous prenez les écoles d'ingénieurs, les centres d'innovation, les centres de recherche et de transfert de technologie, elles ont une fonction là-dedans, c'est produire du savoir, mais l'important pour une économie, c'est que ce savoir atteigne les entreprises et les aide à atteindre un niveau supplémentaire de compétitivité. Et alors ce passage, demande une expertise, demande des outils. Par exemple, en matière de transfert d'innovation, la capacité pour une chambre de commerce d'aller vers les laboratoires, de voir les recherches qui ont lieu dans ce laboratoire, identifier les entreprises potentielles qui pourraient être intéressées par ces recherches, c'est une fonction, une mission qui est importante. De l'autre côté, avoir une entreprise, être en face d'elle, voir un petit peu ses besoins en développement et dire, attention, là monsieur, je sais quel problème vous avez, et à côté, j'ai un laboratoire qui peut vous apporter la solution. Donc nous sommes là. Ces mariages, vous avez fait dans quel type d'entreprise, dans quel secteur d'activité? On va peut-être pas citer les entreprises. Tous les secteurs, ça peut aller de l'agroalimentaire, de l'électronique, de la mécanique, etc. Notre rôle là-dedans, c'est que nous faisons en sorte que le savoir circule, que les innovations circulent. Donc nous les comprenons, nous en comprenons l'usage, nous en comprenons l'application au sein d'une entreprise et nous mettons en relation. Ça, c'est une chose. Parfois, nous allons au sein d'une entreprise, nous évaluons sa maturité, nous évaluons un petit peu ses forces et ses blesses, et nous avons des outils que nous avons développés en conséquence, exprès, donc des outils éprouvés qui nous permettent d'être en face du chef d'entreprise et d'étudier avec lui son plan de développement. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous donner un exemple d'une entreprise que vous avez fait progresser ou évoluer, on va dire, par ces techniques-là, donc de mise à disposition de cette connaissance? Oui, bien entendu. Lorsque vous allez prendre une entreprise qui a l'habitude de travailler uniquement avec des procédés mécaniques, et que vous prenez ces procédés, que vous y injectez de l'électronique, vous lui faites faire des progrès. Et nous accompagnons ainsi beaucoup d'entreprises dans ce cadre-là, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Jessica, que nous opérons. C'est un programme financé, là aussi, par l'État et la Commission européenne, qui nous permet d'aller voir des entreprises, d'analyser leurs besoins et de leur apporter un supplément de compétitivité. C'est vous qui allez les voir? C'est les chefs d'entreprise qui viennent vous solliciter? C'est nous qui allons les voir. C'est vous qui allez les voir? Oui, parce que vous avez une connaissance des entreprises, vous dites, tiens, cette entreprise-là pourrait être tout à fait intéressée. Exactement, il faut aller les voir. Il faut aller les voir. Et nous avons un instrument pour ça qui porte le nom d'action collective. Nous identifions une problématique et nous mettons autour d'une table ou d'un séminaire les chefs d'entreprise et nous en sélectionnons un certain nombre pour les accompagner. Voilà. Et alors le chef d'entreprise, on dit toujours que son facteur le plus important, c'est le facteur temps. Il est tout à fait réceptif à cette approche, il vous accueille, il consacre du temps à ça. S'il vient, il ne vous considère pas comme des gens qui ont des beaux projets, mais ça ne sera pas du concret, de l'immédiat par rapport à sa problématique, le nez dans le guidon, de produire et de vendre le plus rapidement possible. Oui, effectivement, vous avez raison. Et là, nous devons être efficaces. Il ne s'agit pas de faire perdre du temps au chef d'entreprise. Donc l'opération que nous menons doit effectivement rendre un véritable service. Et il faut d'abord passer du temps à expliquer cela au chef d'entreprise. Et ensuite, quand nous avons exécuté l'opération, qu'il soit assuré qu'il a eu un service qui lui a permis d'aller un peu plus loin. Je vais vous donner un exemple. Lorsque on a eu, mais je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, mais lorsque la crise s'est trouvée à son plus haut degré d'intensité, nous avons monté une opération où nous avons été rencontrer un certain nombre d'entreprises et nous avons analysé un petit peu leurs forces et leurs faiblesses en disant voilà, maintenant que faut-il que vous fassiez pour que vous puissiez affronter les crises ou les mutations futures?
nous sommes tombés sur une entreprise, par exemple, qui, à l'issue de notre service, a changé complètement de business model. C'est-à-dire qu'au lieu, à un moment donné, de concevoir et de fabriquer, a décidé de ne plus faire qu'une chose, c'est concevoir. Et donc d'allonger et de chercher des partenaires pour ce qui est de la fabrication, parce qu'il s'est rendu compte que son véritable métier, sa véritable capacité à être pérenne, c'était celle-là. Concevoir, mais qu'il n'était pas forcément... Et ça, nous l'avons identifié dans un tête-à-tête, dans un diagnostic, nous avons identifié ses faiblesses. Et nous avons identifié aussi les forces. Voilà, je parlais du temps que le chef d'entreprise gagne ou perd, mais c'est aussi une forte personnalité, toujours, le chef d'entreprise. Heureusement. Donc là, cette aide que vous apportez, mais aussi cette ingérence, un peu, quand même, dans ces affaires, il la voit comment? Est-ce que tous les chefs d'entreprise, aujourd'hui, sont réceptifs à ça, ou bien est-ce qu'ils se disent, bon, ils vont cacher, je reste dans mon coin et je me débrouille tout seul. D'abord, vous le savez, et ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus vivre cachés. Si la concurrence est là, au rendez-vous, donc les oblige à bouger. Et nous sommes là pour lui poser les bonnes questions. Et essayer avec ce chef d'entreprise qui n'a pas le temps d'apporter les bonnes réponses. Bien sûr, ils n'ont pas le temps. Et c'est la raison pour laquelle nos instruments doivent être efficaces, rapides dans leur intervention. L'entretien dont je vous parle dure une demi-journée. Pour une demi-journée, au bout d'une demi-journée, on a un instrument qui nous permet de comprendre ce qui se passe et de lui restituer cela. Et c'est intéressant parce que parfois, on voit des chefs d'entreprise qui, après la restitution, se disent « Ah, je suis vraiment comme ça. C'est comme ça que vous me lisez, je ne me voyais pas comme ça. » Donc déjà, cet effet miroir est important pour le chef d'entreprise. Parfois, ça l'aide à mieux comprendre son business qu'il opère depuis un certain nombre d'années. Mais là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui dit « Votre business, il est structuré ainsi. » Et ce business-là, maintenant, il y a des forces et des faiblesses. Et il faut innover de ce côté-ci et de ce côté-là. Et si vous voulez innover, voici l'accompagnement que vous pouvez proposer. Est-ce qu'innover, c'est aussi beaucoup investir, en fait, aujourd'hui? Il faut de l'argent pour innover, il faut des fonds propres, il faut de la trésorerie. J'allais dire, comme dirait l'humoriste, cela dépend. Cela dépend. Les innovations, il y en a de toutes sortes. Si vous dites, par exemple, je vais mettre au monde un nouveau médicament, c'est sûr que ça va coûter plusieurs millions et parfois des milliards. Si vous dites, je veux modifier ma méthode de commercialisation, le coût est différent. Là, il s'agit de passer un peu de temps, de faire des études, donc le coût est différent. Donc entre l'innovation dite radicale, qui, elle, va changer la donne, et les innovations dites incrémentales, qui, elles, vont faire des petits pas, parfois des grands, de compétitivité à une entreprise, le coût est... Alors, ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des innovations des deux ruptures, où on passe tout de suite à une phase différente, et puis il y a des innovations très progressives, très lentes. Bon, le rêve du chef d'entreprise, c'est l'innovation de rupture, c'est l'idée géniale qui va lui permettre de commercialiser. Oui, absolument. En général, quand vous regardez les entreprises, les start-up qui sont dans les pépinières, elles démarrent à partir d'une innovation, quelque chose de vraiment neuf. Et puis ensuite, pendant un certain nombre de temps, c'est de l'amélioration. Donc c'est là où intervient l'innovation dite incrémentale. Et on continue à innover, pourquoi? Pour se protéger de la concurrence. Parce que ce n'est pas, vous le savez bien, le brevet protège, mais le brevet protège un certain temps. Un certain temps, il y a des pays où la protection n'est pas assez assurée. Je ne pointe pas du doigt certains pays, mais il y a une manière forte, fondamentale de se protéger, c'est de continuer à innover. D'accord. Et alors, l'aspect européen d'une initiative comme Knowing Target, on va peut-être voir d'ailleurs le site internet qui sera opérationnel dans quelques jours s'afficher. C'est justement aussi un projet qui permet de collaborer avec d'autres pays, donc d'avoir d'autres visions. Alors, on parle de la Grèce, on parle de la Slovénie, je crois, de la Slovénie, de l'Espagne, etc. Là, on est dans le cadre des projets européens, qui sont des projets à chaque fois qu'il faut intervenir plusieurs pays. Et en fait, c'est un mécanisme de l'Europe qui prend pour fondement l'idée qu'on apprend des autres et que chaque pays peut apprendre des autres pays. Et donc là, sur ce projet-là, par exemple, mais il y en a d'autres, mais le schéma est à peu près le même. Des experts se réunissent autour d'un sujet et partagent les bonnes pratiques sur ce sujet pour que chaque pays puisse bénéficier des meilleures choses qui sont chez chacun des partenaires.
Et après, le projet, à partir de ces bonnes pratiques, identifie un sujet à creuser et des résultats qui doivent faire des progrès dans un secteur particulier. Est-ce que ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est pas que finalement les entreprises manquent un peu de, alors je dis pas d'ouverture d'esprit, ça serait très méchant vis-à-vis des chefs d'entreprise, mais justement un peu de cette ouverture à la fois vers le monde de l'innovation et vers le monde de l'export, parce qu'on dit toujours aujourd'hui une entreprise elle doit innover ou exporter, mais les entreprises que nous rencontrons sont ouvertes d'esprit. Le problème, c'est la diversité des mécanismes qui leur sont proposés, qui sont parfois difficiles à accéder. Nous sommes là pour leur faciliter la vie. C'est-à-dire que si vous voulez aller vers l'Europe, nous pouvons vous aider. Si vous cherchez des partenaires à l'extérieur, nous pouvons vous aider. Donc faire gagner du temps là aussi, par rapport à des problèmes de staff où il n'y a pas forcément des gens qui parlent toutes les langues. Si vous voulez accéder à un financement pour accompagner votre innovation, nous pouvons vous aider. Donc c'est cela. Mais vous disiez tout à l'heure que les chefs d'entreprise n'avaient pas le temps. C'est vrai. Mais il faut quand même avoir le temps pour survivre. Et l'innovation, c'est fondamental pour continuer à exister, pour continuer à combattre dans une économie où la concurrence est féroce, quels que soient les secteurs que vous connaissez. Donc nous sommes là pour accélérer cela, pour leur faciliter la vie. Et c'est bien ça le sujet. Accélérer le transfert de savoir entre ceux qui produisent du savoir et ceux qui sont amenés à le consommer. C'est important pour les collaborateurs de l'entreprise. Dire je suis dans une entreprise qui a une démarche d'innovation, qui a une démarche d'ouverture européenne. Bien sûr. Une période ça ne sera pas évident de trouver des collaborateurs dans les années à venir. Ça rend l'entreprise d'abord attractive, vous le savez. Des métiers plus riches, des environnements de travail qui sont beaucoup plus riches, avec une vision internationale, une vision de la complexité de l'économie, des territoires, etc. Donc ça peut attirer de vrais et de bons talents. Et la question est, va-t-on être capable toujours de produire ces talents qui vont s'adapter à cet environnement? Et c'est là le sujet. Donc on voit bien que ce dont je parlais tout à l'heure, ce que l'on appelle les transmetteurs de savoir, ceux qui produisent, se doit de former les compétences capables de véhiculer ce type de démarche. Parfait. Écoutez, merci d'être venu nous en parler aujourd'hui, Zélé Sohi. Et puis on suivra évidemment l'évolution de nos InTarget. Et en tout cas, en attendant cela, bon été à tous et rendez-vous à la rentrée sur LCN. Merci beaucoup. Pour revoir ce programme, lcm.fr. Use, premier service internet de dématérialisation de factures, vous a présenté Buisson & Co.